Salam alaikum Azul Filaoun, bonsoir. Une semaine marquée par une actualité riche en événements, que ce soit à l'échelle nationale ou internationale. La réélection de M. Macron comme président de la France a été, sans surprise pour beaucoup d'observateurs, quoique le score de Mme Le Pen, sa rivale dans le deuxième tour, était inquiétant en termes d'avancée des idées de l'extrême droite. La France est-elle en train de changer? Les différentes crises qui ont touché le monde, qu'elles soient sanitaires ou économiques, ont impacté sur les sociétés européennes et leurs choix politiques dans les récentes élections. Les avancées des partis de l'extrême droite dans toute l'Europe fait craindre un basculement géopolitique qui pourra remettre en cause l'ordre mondial dominé par les États-Unis. Le pouvoir en Algérie, inquiet de la percée de Mme Le Pen, a appelé ses relais à voter sur M. Macron, sachant que ce dernier a critiqué le système algérien en le qualifiant de politico-militaire et d'instrumentaliser les différents historiques comme rente mémorielle. Dans un contexte géopolitique chrysogène, l'Algérie s'enfonce et s'isole dans une crise diplomatique avec différents pays. Quel avenir pour les relations algéro-françaises après la réélection de M. Macron? Les pouvoirs en Algérie répondront-ils favorablement au travail de mémoire réalisé par M. Stora? Tant de questions restent posées et qui ont été le levier de la crise diplomatique entre les deux pays récemment. Un dossier à suivre dans le contexte intérieur de notre pays, le pouvoir algérien en panne de projets, de vision, n'ayant aucune légitimité populaire, navigue sans cap. Aucune réforme structurelle, aucun modèle économique, aucun projet sociétal. La répression, les atteintes aux droits de l'homme sont monnaie courante du quotidien algérien. M. Tebboune ne sombre-t-il pas de mensonges et de déni de la réalité, en affirmant dans les tribunes étrangères qu'il n'y a aucun détenu d'opinion en Algérie, rabaissant ainsi les militants activistes et simples citoyens emprisonnés à des prisonniers de droit commun. Il proclame à qui veut bien l'entendre que les règles de justice, de démocratie et de liberté sont désormais consacrées en Algérie, alors que la répression ne cesse de s'abattre sur tout citoyen ayant une voix discordante du régime. Pire encore, l'on assiste à une forme de torture qui ne dit pas son nom et qui dénie les droits les plus élémentaires aux citoyens qu'il maintient dans ses geôles. Ces privations de toutes sortes, y compris une couverture sanitaire de base, ont conduit dimanche 24 avril 2022 au décès d'un détenu de la prison d'Orléans, près d'Alger, au nom de Hakim Dbazi, Rabbi Rahmou, et père de 3 enfants en bas âge, son seul tort ayant été de publier ou de relayer des écrits critiques du régime en place. Il avait été arrêté le 22 février 2022 et mis en détention provisoire sans aucune autre forme de procès. Ses avocats ont pourtant bien attiré l'attention des autorités judiciaires sur l'état de santé dégradé de M. Hakim Dbazi et réclamaient tout au moins une liberté provisoire qui lui a été refusée. Aujourd'hui, M. Hakim Dbazi n'est plus Rabbi Rahmou. Et bien d'autres sur les 350 détenus d'opinion sont en danger de mort et il n'est plus permis d'attendre qu'une autre tragédie survienne et qui est la 3e du genre après celle du journaliste Temelt et du médecin Dr Fakhar. Notre pays est signataire des conventions et traités internationaux garantissant ses droits inaliénables. En écrivant cet édito, j'apprends la libération de M. Tabou, qui a été enlevé hier de chez lui par des policiers civils, juste après le adhan du iftar. Nous nous réjouissons de cette libération, mais la question qui s'impose, pourquoi il a été arrêté? Son motif. Pourquoi cet abus de pouvoir qui a donné l'ordre d'arrêter M. Tabou? Tant de questions qui resteront sans réponse, malheureusement,
Aujourd'hui, tout citoyen algérien vit sous la menace d'une arrestation pour un simple écrit sur les réseaux sociaux et autres motifs futiles dont ne s'embrasse plus une justice aux ordres. الله ونعم الوكيل. لله ما أعطى جماعة ولله ما أخذ. ما تنساوش خوكم بالدعاء. أسأل الله له الرحمة والمغفرة. سيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى إمام ظالم فأمره فنهاه فقتله. نسأل الله الشهادة الخونة هذا. قال كلمة الحق ما كسر ما صنع كي هو كي خاوته. شيخ الإسلام بن تيمية مات داخل السجن. وهو على طريق شيخ الإسلام بن تيمية. نسأل الله له الرحمة وحسبنا الله ونعم الوكيل في كل ظالم في كل من ظلمه ومن أيده. الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه سأله السجان قال له يا إمام هل أنا بظالم معاون للظالم؟ قال له بل أنت ظالم لولاكم ما ظلموا. ورسالة لكل الشعب الجزائري هذا أخونا مات على لا إله إلا الله محمد رسول الله. نعم لله ما أعطى ولله ما أخذ كل نفس ذائقة الموت ولكن يا جماعة الإنسان يجب أن يعتبر كفى بالموت أنه يوقظ ضمائر الناس. ربما لا تتفق مع إنسان لكن هذا لا يعني أن ترضى بأن يموت داخل السجن رحمة الله عليه. Rétro-info de la semaine, donc on va revenir sur l'actualité de la semaine ou les événements qui ont marqué donc l'actualité en Algérie, mais aussi à l'international, la réélection
de M. Macron en France et aussi ce qui s'est passé en Algérie, donc le décès de Hakim Debbazi Rabbi Yarhamou en prison. On va revenir sur cette affaire, mais aussi l'arrestation de Karim Tabou hier et bien sûr relâché aujourd'hui. Il a été donc libéré après 24 heures. Beaucoup de questions bien sûr sur son arrestation. On va revenir aussi sur cet événement. On a avec nous, avec grand plaisir, M. Adel Jabbar, analyste politique, qui est avec nous depuis le Canada. M. Adel Jabbar, bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Marhaba avec Saad. C'est toujours un plaisir d'être là. Un grand bonjour à notre peuple en Algérie, à l'étranger, avec une pieuse pensée à nos otages politiques injustement incarcérés dans les geôles de la dictature criminelle et des mukhabarat al-irhabiyya. Merci Adel Jabbar d'avoir accepté l'invitation. On aura le plaisir aussi d'accueillir la tante de Hakim Debbazi Rabbi Yarhamou, Sadegh Héloïse, qui est avec nous via Skype depuis Paris. Madame Héloïse, Madame Sadegh, bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Merci. Et on aura le plaisir aussi d'avoir avec nous Rachid Nekez, président du MGC, président du Mouvement pour la justice et contre la corruption. Il sera avec nous depuis Alger via Skype. On va commencer donc avec le décès de Hakim Debbazi Rabbi Yarhamou. Et là, je vais donner la parole à Madame Sadegh, la tante de Hakim Debbazi. Bien sûr, un événement qui a suscité beaucoup d'émotions, beaucoup de colère et beaucoup de questions à poser sur le décès de Hakim Debbazi. Mais on me dit à l'oreillette, et j'avais annoncé donc dans mon intro, de parler sur la réélection de M. Macron. On va commencer donc à faire intervenir M. Benjamin Stora, qui est historien, auteur aussi, qui est avec nous depuis Paris par téléphone. Monsieur Benjamin Stora, bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir. Allô? Oui, je vous entends, Monsieur Stora. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir. Oui. Bonsoir. Merci. On va revenir donc sur la réélection de Monsieur Macron. Est-ce que c'est une surprise pour vous ou c'était donc sans surprise? Comment vous avez vécu donc la victoire de M. Macron? Très franchement, je n'ai pas été surpris parce que malgré tous les coups qui lui ont été portés depuis beaucoup d'années maintenant, il ne baissait pas dans les sondages. Il était toujours en tête des sondages. Pendant toute la campagne présidentielle, il était en tête des sondages tout le temps. Et derrière lui, il y avait Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, etc. Mais il a ce qu'on appelle fait la course en tête tout le temps. Donc il n'a jamais baissé. Donc pour moi, c'est pas une surprise. Au premier tour, donc il a fait quand même 28% des voix, ce que les sondages lui donnaient d'ailleurs, depuis maintenant pratiquement presque un an. Donc il a par conséquent réalisé ce score de 28%. Et au deuxième tour, il a battu Marine Le Pen avec une grande partie de report de voix qui s'était portée sur Jean-Luc Mélenchon. Il y a beaucoup de gens qui avaient voté Jean-Luc Mélenchon et qui ont voté pour Emmanuel Macron. Et on va revenir aussi sur le score de Madame Le Pen, Monsieur Stora. Oui. Est-ce que vous pensez que c'est un score qui reste très inquiétant et aussi qui pose beaucoup de questions? Tout à fait. C'est un score extrêmement inquiétant parce que l'extrême droite française progresse sans arrêt d'élection en élection. Il y a 20 ans, disons, son père, Jean-Marie Le Pen, faisait environ 18 à 20% des voix face à Jacques Chirac. Aujourd'hui, 20 ans plus tard, sa fille, Marine Le Pen, fait 40% des voix, c'est-à-dire le double de voix que réalisait son père. C'est donc considérable. Il y a par conséquent une progression d'une extrême droite dangereuse, selon moi en France, dangereuse, qui est ultra-nationaliste, xénophobe, qui a effectivement
un programme qui n'a pas varié, contrairement à ce qu'on croit, parce que le programme de Marine Le Pen, c'est celui de la préférence nationale. Et pourquoi, d'après vous, Monsieur Stora, pourquoi, d'après vous, donc, cette percée de l'extrême droite, elle n'est pas seulement en France, parce qu'on peut la constater aussi dans d'autres pays européens? Oui, et puis aux États-Unis, l'élection de Donald Trump aussi. Il y a plusieurs raisons. Bon, il y a bien sûr les raisons sociales, que tout le monde connaît, les raisons économiques, mais je ne pense pas que ça suffise à expliquer. Parce que si on regarde, par exemple, les chiffres économiques français, incontestablement, il y a eu une amélioration du chômage en France, par exemple. Donc, ce n'est pas une raison simplement sociale. Je crois que c'est une crise qui touche plus fondamentalement au nationalisme français. Selon moi, c'est mon hypothèse, hein, bien sûr, qui se discute, mais selon moi, depuis la décolonisation, dans le fond, le nationalisme français n'a pas réussi à rester ancré sur ce qu'on pourrait appeler l'universalisme des Lumières. C'est un nationalisme qui s'était en grande partie construit sur la question coloniale. Ça, on l'a oublié. Mais tout au long du 19e siècle et du 20e siècle, jusqu'à la décolonisation, la grandeur de la France, c'était son empire. Or, la perte de l'empire colonial n'a pas pour autant redéfini ce qu'était le nationalisme français. Et dans le fond, aujourd'hui, voilà que des néo-nationalistes, on trouve le même type de problème en Angleterre, c'est-à-dire des nostalgiques de l'empire, qui disent, grosso modo, eh bien, il nous faut revenir en arrière, revenir à la grandeur du nationalisme perdu, le nationalisme colonial, en fait, fondamentalement. Et cette question, à mon sens, elle n'est pas suffisamment abordée et pas suffisamment traitée. Allô ? Je vous entends, Monsieur Stola. Donc, est-ce que vous pensez aussi qu'il y a des raisons historiques quand on voit, par exemple, à chaque crise qui touche le monde, on a vu la crise sanitaire, la crise économique, ce basculement, si on peut dire, des politiques vers l'extrême droite. On a vécu ça peut-être dans la Deuxième Guerre mondiale. Est-ce que vous pensez qu'il y a aussi ce facteur historique? Oui, c'est ce que je viens d'expliquer, c'est-à-dire qu'il y a cette peur, disons, d'une nation réduite, d'une nation rétrécie par perte de son empire, une angoisse devant l'avenir. Ça, c'est aussi très important, c'est-à-dire la panne des projets d'avenir. C'est-à-dire que les discours sont des discours très souvent, malheureusement, axés sur la recherche de boucs émissaires, des discours qui sont centrés sur le passé, d'ailleurs, beaucoup sur le passé. Quand on voit, par exemple, le succès d'une candidature comme celle de Zemmour, qui sans arrêt revient sur le passé de la France, mais un passé qu'il reconstruit complètement, évidemment. C'est un passé qui ne correspond pas d'ailleurs à la réalité historique, mais il a un discours qui vise à flatter, en fait, le sentiment nationaliste dans une situation où on a le sentiment du déclassement, de la peur de l'étranger, etc. Et c'est effectivement très inquiétant. Il faut regarder en face ce passé colonial, il faut le dépasser et redéfinir un avenir qui ne soit pas prisonnier de ce passé. Vous êtes en train de parler du passé, et là je profiterai donc de vous poser la question, bien sûr sur la réélection de Macron, mais aussi les relations avec l'Algérie. Vous avez entamé un travail dans ce sens pour éclairer un peu donc ce passé, essayer de dépasser donc si on peut dire tout ce qui fâche entre l'Algérie et la France. Mais est-ce que vous pensez que ce travail sera admis favorablement du côté algérien? Pour l'instant, non, parce que le rapport que j'ai fait il y a maintenant 1 an et demi, qui a été remis il y a 1 an et demi, disons, est un rapport qui ne visait pas à écrire une histoire commune. Moi, je ne pense pas à l'histoire commune, parce que les conceptions qu'ont les deux pays est très différente. Et donc, il n'y a pas, à mon avis, la possibilité de faire, disons, des histoires communes, un récit, disons, par exemple, des manuels scolaires communs. Je n'ai jamais cru à ça. Non, moi, ce que j'ai proposé, c'était des actions pratiques. C'est-à-dire, ensemble,
de faire reconnaître par la France les crimes qui ont été commis sur certains dirigeants nationalistes algériens, ensemble, expliquer ce qui s'est passé, par exemple, à Paris, le 17 octobre 1961, par rapport aux travailleurs algériens, etc. Ensemble, reconnaître ce qu'a été l'assassinat d'un écrivain algérien qui s'appelait Mouloud Feaoun, qui a été assassiné par un commando de l'OS. Ensemble, faire en sorte que l'information et la traduction des œuvres circulent d'une rive à l'autre de la Méditerranée. Bref, j'ai émis comme ça 22 propositions qui étaient en fait des travaux pratiques et non pas, disons, des questions idéologiques. Malheureusement, aucune de ces propositions n'a trouvé, disons, grâce aux yeux de l'Algérie aujourd'hui. C'est dommage. Je peux que le regretter parce qu'il y a des choses qui auraient pu se faire ensemble sur la question des archives, sur la question des essais nucléaires, sur la question de l'entretien des cimetières, sur la reconnaissance par la France d'un certain nombre de crimes qui ont été commis. Donc il y avait des choses à faire ensemble, disons, de reconnaissance, d'invitation réciproque, etc. Mais bon, le temps a passé, le rapport a été remis maintenant il y a 1 an et demi, donc bon, un certain nombre de réalisations ont été faites en France, d'ailleurs, par le président Macron, qui a reconnu, par exemple, l'assassinat de Maurice Audin, de Ali Boumengel, etc. Et il y aurait pu effectivement y avoir une reconnaissance par l'Algérie de tous ces gestes, par exemple. Ces gestes auraient pu être salués ou reconnus, par exemple. Ça n'a pas été le cas, malheureusement. Et comment vous voyez cette relation dans ce deuxième mandat comment vous voyez donc cette relation avec l'Algérie, Monsieur Stora? C'est difficile à dire parce que visiblement la question mémorielle est un obstacle. Elle aurait pu être un tremplin. J'ai essayé de donner comme ça quelques exemples concrets, pratiques. Ça aurait pu être un tremplin, je veux dire, d'invitation, de reconnaissance, de circulation, etc. Mais on s'aperçoit que la question mémorielle, en fait, est brandie comme une sorte d'obstacle. Donc, bon, on va en rester, je crois, et revenir à des relations plus classiques, c'est-à-dire des relations d'État à État, des relations économiques qui portent sur les investissements de la France en Algérie et en Afrique, d'ailleurs au sens large, etc. C'est-à-dire, dans le fond, revenir à la relation que la France et l'Algérie a toujours entretenue depuis l'indépendance, c'est-à-dire une relation classiquement économique et de rapport d'État à État. C'est un peu ça, je vois ça dans les semaines, dans les mois qui viennent. Merci beaucoup, Monsieur Stora, d'avoir accepté d'être avec nous dans cette émission. Benjamin Stora, historien qui est avec nous depuis Paris. Merci à vous. On va revenir très rapidement donc, sur le dossier algérien, bien sûr, et l'affaire de Hakim Debbazi, Rabbi Rahmou. On est avec la tante donc, de Hakim Debbazi est avec nous, Sadaq Eloïse. Sadaq Eloïse, merci encore une fois d'avoir accepté l'invitation. Je vous laisse la parole juste pour nous éclairer un peu plus sur le décès de votre neveu, Hakim Debbazi. Donc, comme je l'avais dit hier, bonsoir d'abord, bonsoir tout le monde, comme je l'ai dit hier à tous les téléspectateurs et à ceux qui nous écoutent. Les circonstances de la mort restent encore mystérieuses, malheureusement, on ne sait pas. La seule chose qu'on sait, c'est qu'il est rentré, il était en bonne santé, il a été convoqué, ils l'ont retenu, il a été mis en détention provisoire, donc bon, après... procéduralement, la détention provisoire, qu'est-ce qu'elle veut dire? Il y a quand même ce qu'on appelle l'habeas corpus, c'est-à-dire présenter le justiciable devant le juge. Et puis par la suite, il s'est plaint de douleurs dans la poitrine et il s'est plaint qu'il ne respirait pas. Et après, ils ont été annoncés le décès. Donc sur les circonstances du décès de mon neveu, on est dans le vague le plus complet. On ne sait pas. On attend les rapports. C'est un peu lent. On attend les autopsies, on attend les procès-verbaux, on attend les médecins qui l'ont éventuellement vu quand même. Voilà, donc j'en saurai peut-être un peu plus dans les jours à suivre. J'en serai vraiment ravie parce qu'à partir de là, moi, je commencerai à entamer, à mettre en œuvre un véritable dossier d'enquête. Très bien. Adel Djebbar, si vous voulez intervenir donc, par rapport
à ce qu'elle a dit, donc la tante de Hakim Dabazi. Je sais que vous voulez intervenir par rapport à cette affaire, mais aussi par rapport à l'arrestation hier de Karim Tabou, qui a été, et là je vais rappeler, donc on a appris cet après-midi qu'il a été donc libéré. Adel Jabbar. Pour commencer, je dirais la victime de cette dictature. Il ne s'agit pas d'une mort accidentelle ou d'une mort naturelle ou d'une mort par maladie. C'est une véritable nébuleuse, une opacité totale que nous produit ce régime-là. Ce monsieur-là est rentré en bonne santé, il est sorti les deux pieds devant. Donc la responsabilité incombe totalement, entièrement et intégralement aux gens qui ont décidé de l'incarcérer. Malheureusement, Hakim n'est pas le dernier ou n'est pas la dernière des victimes de ce régime-là. Aujourd'hui, je viens d'apprendre qu'il y a eu encore un autre détenu d'opinion qui vient de décéder ou qui vient de mourir à la prison de Qli'a. Il s'appelle Faisal Kharab. Un jeune, on ne sait pas non plus, ce pouvoir autiste et sourd ne communique pas du tout, c'est le fait du prince, il fait ce qu'il veut. Et ce n'est malheureusement pas fini, il faudrait qu'on puisse riposter pour mettre fin à ce genre de dérive, à ce genre de déni contre la vie et à ce genre d'agression contre les citoyens algériens. Madame Sadek, vous m'avez dit hier que vous allez ouvrir donc un dossier concernant votre neveu. Qu'est-ce qui en est par rapport donc à cette procédure? Est-ce que vous avez entamé donc cette procédure? Alors je suis tout à fait aux prémices. Moi, ma profession ne permet pas de me lancer que dans du vide ou que dans des on-dit. Il me faut du factuel. Donc pour moi, la première chose qui m'est importante, parce que l'enquête... Excusez-moi, juste pour rappeler, vous êtes avocate, oui. Donc juste pour rappeler nos téléspectateurs. Allez, je vous en prie. Je vous en prie, merci. Donc, pour moi, donc, ma profession m'exige d'être factuelle, de partir, de faire un rappel des faits. Donc, la première chose à faire, la première que je devrais entamer, c'est pourquoi? Quelles sont les raisons de son arrestation? Avant d'arriver aux conséquences malheureuses et dramatiques que mon neveu a subies. Donc, déjà les raisons de son arrestation, est-ce que la procédure, ce qu'on appelle en arabe, ce qu'on pourrait dire l'ijra'at al-jina'iyya, est-ce que la procédure, toutes les dispositions de la procédure pénale ont été respectées, sachant bien évidemment que l'Algérie quand même a ratifié la Déclaration des droits de l'homme et toutes ces dispositions. Donc, est-ce que tout ça a été respecté? Est-ce qu'il a été mis devant? Parce qu'une détention provisoire, c'est lourd. Une détention provisoire, c'est fait quand même pour des grands criminels. Les grands criminels dont on a peur qu'ils s'échappent ou qu'ils partent. Mais mon neveu, il travaillait. Il avait un travail, une famille, sa mère qui était là, ses enfants. Il était bien entouré. Aussi, il y a ce qu'on appelle les alternatives aux poursuites. Ils pouvaient lui mettre un bracelet. Pourquoi le retenir 2 et quelques mois pour le sortir mort après? Donc voilà, là il faut d'abord que je commence par ça, mais je ne m'arrêterai pas là, bien évidemment, parce que en dehors de ça, il me faut ensuite poursuivre pour engager une responsabilité. Très bien, restez avec nous, Madame Sadek. On a été rejoint par Rachid Nekez, président du MGC, qui est avec nous depuis Alger via Skype. C'est Rachid, bonsoir. مرحبا بك, merci d'avoir accepté l'invitation. السلام عليكم أزل في الأول سي ناصر الجودي وشكرا على الاستضافة. Alaykoum salam wa rahmatullah. Rachid Nekez, si on revient un peu donc sur les événements qui ont marqué l'actualité de notre pays cette semaine, on revient bien sûr sur le décès de Hakim Dabazi Rabbi Rahmou. La tante de Hakim Rabbi Rahmou est avec nous, Rachid Nekez. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce qui se passe en Algérie en termes de répression, en termes d'abus des droits de l'homme? On apprenait hier aussi l'arrestation de Karim Tabou qui a été libéré aujourd'hui. Rachid Nekez. Oui, tout d'abord, je tiens
présenter toutes mes sincères condoléances à la famille de Houna Hakim Debbazi, et je partage donc la souffrance et la douleur de toute la famille, ainsi que la douleur de toutes celles et ceux qui souffrent de cette répression qui est aujourd'hui monnaie courante en Algérie et qui ne semble pas connaître de dénouement heureux. Alors, il faut savoir que j'ai pris pour habitude depuis 2019 de systématiquement déposer une plainte contre les autorités concernées dès qu'il y a violation de la loi, violation des respects individuels ou collectifs en Algérie. À ce jour, nous en sommes à 36 plaintes déposées par 3 avocats courageux, Maître Yassine Khalifi, Maître Tarek Maktoum et Maître Abdelkader Chouhra, au sujet de l'affaire de Houna Hakim Debbazi. Nous avons pris la responsabilité au nom de l'association MJC, Mouvement pour la jeunesse et contre la corruption, qui est basée en Espagne, de porter plainte avec constitution de partie civile contre le directeur de la prison d'Orléans, contre le directeur général des prisons algériennes, contre le juge d'instruction qui l'a incarcéré de façon illégitime, contre le ministre de la Justice et surtout contre l'État algérien en réclamant 1 milliard d'euros à l'État algérien, c'est-à-dire 20,000 milliards centimes. Car on ne peut pas accepter qu'un citoyen algérien, qu'un être humain puisse entrer dans une prison sous mandat de dépôt à cause de publications sur Facebook et en ressortir mort. Il faut mettre fin à la banalisation de la dévalorisation de l'être humain en Algérie. Et c'est pourquoi nous considérons que la valeur de Houna Hakim Debbazi, elle est de 1 milliard d'euros et l'État algérien devra la payer. S'il ne le fait pas en Algérie, nous porterons plainte après avoir épuisé toutes les voies de recours en Algérie auprès du tribunal fédéral à Madrid, car l'association MJC est une association reconnue nationalement en Espagne. Donc cette plainte va être déposée le 4 mai à 10h au tribunal de Saïd Hamdine, donc à Bil Morad Raïs, et nous lançons un appel à tous les avocats courageux de ce pays pour se joindre à cette plainte collective. En même temps, nous allons organiser tous les samedis, et ça va commencer le samedi 14 mai de 14h à 17h, un rassemblement légal devant la prison d'Orléans, devant la prison de Chlef et devant le consulat général d'Algérie à Paris, afin de demander la libération de tous les détenus d'opinion et une enquête. Car s'il n'y a pas d'enquête, nous n'aboutirons à rien. Et en cela, je tiens à demander à toutes les actions des droits de l'homme en Algérie, comme Amnesty International, comme la Ligue algérienne des droits de l'homme, comme l'ensemble des partis d'opposition, à se joindre à cette plainte collective. Car ça ne sert à rien de publier des communiqués sur les sites Internet en demandant une enquête à l'État qui est lui-même responsable, alors qu'ils savent très bien que la seule manière d'obtenir des enquêtes, c'est de déposer une plainte avec constitution. Mais aussi de l'autre côté, Rachid Nekez, vos critiques vous diront aussi que ça ne sert à rien de déposer des plaintes en Algérie parce que ça n'aboutira à rien. Yani, quand vous dites, vous critiquez les gens qui font donc les commentaires sur les réseaux sociaux par rapport à cette affaire, mais aussi, on sait très bien qu'en Algérie, la justice est sous les ordres, qu'elle fonctionne sous les ordres, et qu'aucune plainte n'a abouti à démontrer la vérité sur les abus qui se passent en Algérie. Alors, Rouya Nasraj Dodi, ceux qui font ce type de commentaires n'ont aucune culture juridique. Tous les spécialistes savent que les conventions internationales disent la chose suivante. On n'a pas le droit de déposer plainte à l'étranger tant qu'on n'a pas, d'une part, déposé plainte en Algérie et d'autre part, épuisé toutes les voies de recours en Algérie. Et c'est à ces deux conditions seulement qu'on a le droit ensuite de porter plainte auprès de la Cour des droits de l'homme des Nations Unies, le tribunal de La Haye, la Cour africaine des droits de l'homme ou le tribunal fédéral de Madrid. Donc on est obligé d'abord de porter plainte en Algérie avant d'avoir le droit de porter plainte à l'étranger. Donc ça ne sert pas à rien. C'est la procédure internationale. Mais malheureusement en Algérie, personne ne porte plainte et c'est la raison pour laquelle le pouvoir continue sa politique d'arbitraire, à violer les libertés publiques,
à violer les libertés individuelles et surtout à ne pas faire d'enquête lorsqu'un individu, en l'occurrence un homme, un être humain, meurt dans une prison algérienne sous la protection de l'État algérien. Donc il faut d'abord pointer du doigt la responsabilité au travers d'une plainte et ensuite on aura le droit, d'ici 6 mois ou 1 an, de saisir les juridictions internationales. Maintenant, concernant l'affaire de Khona Karim Tabou. On va revenir sur l'affaire de Karim Tabou. Je vais juste donner la parole à Adel Djebbar. Restez avec nous, Rachid Nekez. Adel Djebbar. Vous avez entendu Rachid Nekez, ce qu'il a dit. Donc, il faut se mobiliser à déposer donc une plainte contre ce crime et aussi contre ces abus des droits de l'homme en Algérie. Ça sert à quoi de déposer des plaintes dans les tribunaux d'un pouvoir dictatorial, autocratique, qui ne reconnaît aucun droit? Ce pouvoir, parce qu'il ne s'agit pas de l'État algérien. L'État algérien est victime de la même mise de ces bandits sur lui. Donc il s'agit d'un pouvoir qui ont pris en otage ce pays-là. À quoi ça sert de déposer plainte dans un tribunal où, quand vous sortez, il va les mettre dans la poubelle, où il va les classer? Il dit bien qu'il a déposé 36 plaintes. À quoi ça a servi ça? Il est en train de nous envoyer la fête à la FIFA. C'est exactement la même chose. Là, il est en train de se foutre de notre gueule. Lui-même a été incarcéré par un général bandit qui nous a trahis, qui a trahi Bouteflika et qui a trahi le peuple algérien en promettant le 7 et 8, et puis il n'a rien fait. Ce général avait le niveau de 4e année primaire. Quand Rachid Nekez est venu, je me rappelle, il était à Madrid ou à Alicante, il a pris l'avion, il est descendu à Alger, ils l'ont coffré, ils l'ont mis en tôle, et puis c'était fini. De quelle loi? Vous essayez de nous faire croire qu'il y a une loi, qu'il y a du droit, qu'il y a des droits civiques et citoyens dans une dictature, dans une démocratie militaire. Ça n'existe pas. Ce concept n'existe pas. Seul un État civil pleinement égal vis-à-vis de ses citoyens pourra nous offrir la possibilité de nous exprimer, de dire ce que nous pensons, de critiquer ce régime illégitime-là et de pouvoir le dire à partir d'Alger, comme vous l'avez proclamé dans une de vos vidéos. Je dois faire passer la parole très rapidement pour donner la parole à tout le monde. Si vous voulez rebondir très rapidement, Rachid Nekez, avant de donner la parole à Maître Sadegh, allez-y. J'ai beaucoup de respect pour mes concitoyens, mais il faut d'abord écouter ce que j'ai dit. Sil Djebbar, c'est la règle internationale. Il faut d'abord porter plainte dans les tribunaux de cette dictature avant d'avoir le droit de porter plainte à l'étranger. Donc il faut un peu écouter, s'il vous plaît. Vous savez, la pédagogie, elle passe par l'écoute. Donc oui, c'est une dictature. Et j'ai écrit 2 livres contre cette dictature. Mais on ne pourra pas saisir les tribunaux à l'ONU, à La Haye, en Espagne ou au Canada si on n'a pas d'abord porté plainte en Algérie et ensuite épuisé toutes les voies en Algérie. Et après, et dans 6 mois, Inch'Allah, vous allez voir que les 36 plaintes que j'ai déposées, je vais enfin pouvoir les traduire et les présenter devant des tribunaux internationaux. Restez avec nous, Rachid Nekez. Restez avec nous. Je donnerai la parole donc à Maître Sadegh Eloïse. Je rappelle, elle est la tante de Hakim Debazi. Maître, je vous laisse la parole. Vous avez entendu donc ce qu'a dit Rachid Nekez, Adel Djebbar. Qu'est-ce que vous en pensez donc en tant que femme spécialiste donc de juridique? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez qu'il faut mettre la pression, déposer plainte, ou ça ne sert à rien? En Algérie, c'est un régime qui est dictatorial, c'est un régime... on a vu ce qui s'est passé avec l'assassinat de Boudiaf, on ne saura jamais la vérité avec tous les assassinats politiques. Pourquoi ça va changer aujourd'hui? Alors, donc, merci encore de me donner la parole. Donc, moi, je suis d'accord avec Monsieur Nekez. Nous ne pouvons pas, ça s'appelle, on est dans le cadre de la hiérarchie des normes, c'est-à-dire qu'il y a des procédures qui doivent être respectées. Sinon, toutes les plaintes qu'on va déposer à l'étranger ne serviront strictement à rien. Donc, moralement, je donnerai raison à notre ami
voilà, Adel Djebbar. Donc, moralement, je lui donnerai raison, bien évidemment. Ça ne sert à rien, ça va faire plouf. Les tribunaux sont sous une dictature, tout ça, on le sait. Mais M. Rachid Nekaz a entièrement raison. On ne peut pas, procéduralement parlant, porter plainte à l'étranger, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc pour moi, je dois, pour mon neveu, et puis même pour les autres, quand je dis mon neveu, bien évidemment, ça sous-tend pour d'autres jeunes qui sont incarcérés de manière tout à fait arbitraire. Mais encore une fois, on est obligé de d'abord déposer plainte au niveau des tribunaux algériens. Ça fait mal au cœur de le dire, mais c'est ça. Si on veut vraiment être écouté, ça prendra le temps que ça prendra. C'est pas le temps qui va nous dire. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur de déposer plainte. C'est la raison pour laquelle on n'a pas beaucoup avancé dans ce genre de situation. Donc il faut les protéger, il faut leur dire qu'il faut qu'on aille, parce que même moi, si je veux un jour aller avec les associations pour plaider la cause de tous ces jeunes, de mon neveu aussi en premier, j'ai besoin d'autorisation, j'ai besoin de signer moi des formulaires pour pouvoir aller les représenter. Et cette hiérarchie des normes exige que nous devons d'abord porter plainte au niveau national. Ouais. Très bien. Rachid Nekaz, vous voulez donc, je pense, réagir par rapport à l'arrestation aussi de Karim Tabou hier. Ce régime qui ne recule devant rien, on est en train de voir ces pratiques quotidiennement. Le peuple algérien est soumis à une pression et à des arrestations à tout moment. Rachid Nekaz. Oui, tout d'abord, je tiens à remercier cher maître, pour votre pédagogie juridique à l'endroit de l'opinion publique algérienne qui est vraiment très très importante. Au sujet de Khouna Karim Tabou, vous savez qu'on a un point commun avec Khouna Karim Tabou, Al-Marhoum Hakim Dabbazi, avec Khaled Rami ou Arf Mchakra ou Samir Belarbi, c'est que nous avons tous été incarcérés à la prison d'Orléans, donc nous savons comment fonctionne la prison d'Orléans. Moi-même, j'ai été privé de médicaments pendant 52 jours pour soigner un début de cancer de la prostate dans la prison d'Orléans, et nous avons déposé plainte. Une plainte contre le directeur de la prison d'Orléans et 5 plaintes contre l'ancien ministre de la Justice, le dénommé Belkacem Zermati. Donc malheureusement, je crois que Khouna Karim Tabou a été instrumentalisé par le pouvoir machiavélique algérien, qui savait très bien qu'en arrêtant Karim Tabou, ça allait étouffer, en tout cas, on allait moins parler de la mort de Hakim Dabbazi dans la prison d'Orléans. Mais regardez ce qui s'est passé. Le monde entier a parlé de l'arrestation de Karim Tabou. C'est très bien. C'est très bien. Aucun journal algérien n'a mentionné l'arrestation de Karim Tabou, alors que presque toute la presse internationale en avait parlé. Oui, mais je vais vous dire ce qui s'est passé. Ça a commencé par une dépêche de l'AFP. Vous savez que l'AFP peut ou bien faire en sorte que son communiqué sorte au niveau national français ou bien au niveau international. Donc l'AFP a tout fait pour que cette information sorte au niveau international. Donc je suis très content pour Karim Tabou. Mais l'AFP n'a pas fait la même chose pour le décès de Hakim Dabbazi. Donc on voit bien que les autorités algériennes sont complices avec l'AFP, donc qui dépend de l'État français, pour amplifier l'arrestation de Karim Tabou, Yater Saha, mais pour complètement, donc, j'aimerais dire, éviter de parler du drame national de la mort de Hakim Dabbazi dans une prison algérienne sous la protection de l'État algérien. Elle est là, la gravité. C'était pour enlever l'intensité dramatique du décès dans une prison algérienne de Hakim Dabbazi. Vous savez la différence qu'il y a entre Hakim Dabbazi avec Mohamed Tamet et Kamel Din Fakhar, c'est que les 2 autres décès qui ont eu lieu en prison, c'était suite à des grèves de la faim. C'est la raison pour laquelle la mobilisation de l'opinion publique a été extrêmement faible. Mais cette fois-ci, Hakim Dabbazi n'a pas fait la grève de la faim à l'Aïrbo. Il était malade sous la responsabilité de l'État algérien et on l'a laissé mourir. Donc c'est un homicide involontaire et non-assistance à personne en danger. Et l'État algérien doit payer, même si ça doit mettre 20 ans. Très bien. C'est la raison pour laquelle j'aurais souhaité, si Maître est d'accord, que vous vous joigniez à cette plainte collective
pour l'honneur, la dignité de Hakim Mais Rachid Debazi. Nekaz, avant de donner la parole à Adel Djebbal, est-ce que vous pensez, en agissant de cette façon, donc déposer plainte, n'est pas un acte de légitimation, si on peut dire? C'est légitimer cette justice qui est en train d'abuser les droits des citoyens algériens et qui est devenue l'outil de ce régime. Rachid Nekaz? Vous savez, quand l'État algérien fait voter l'article 87 bis pour incarcérer toute personne soupçonnée d'avoir des idées terroristes au motif qu'elle appartiendrait à des organisations que l'État algérien a définies. Rachid Nekaz? Oh, on a un petit souci avec la connexion avec Rachid Nekaz. Terroristes comme Rachad ou Mak. Que fait l'État algérien? L'État algérien utilise l'arsenal juridique. Oui, je disais, l'État algérien. Est-ce que vous m'entendez? On a eu un petit souci. Là, on vous entend très bien. Allez-y. Très rapidement, je dois donner la parole à Adel Djebbal. Allez-y, finissez votre argument, Rachid Nekaz. Quand l'État utilise l'article 87 bis pour incarcérer des citoyens innocents au motif que ces citoyens auraient des idées ou une appartenance à un groupe que l'État algérien a considéré comme terroriste, comme Rachad ou le MAC, l'État algérien utilise la loi pour priver les citoyens de liberté. Donc nous, en tant que citoyens ou associations, nous devons aussi utiliser la loi pour porter plainte contre ce même État algérien parce que lui-même a violé la loi algérienne ou violé les libertés individuelles ou violé les libertés collectives. Donc moi, je ne suis pas dans un discours populiste, je suis dans un discours d'efficacité pour pointer du doigt les responsabilités des institutions algériennes ou de l'État algérien et ensuite les poursuivre en justice à l'étranger. Mais si on n'a pas la démarche de porter plainte en Algérie, on va passer notre temps à faire des beaux commentaires, des beaux discours, mais rien. Mais avant d'arriver donc à cette justice, Rachid Nekaz, le problème qui a été soulevé par les Algériens est beaucoup plus le problème politique, d'un changement politique, de la rupture avec ce système, parce que ce qu'a amené Hakim Debazi, si on peut dire, Rabbi Rahmou, en prison, c'est de relayer ce post sur Facebook. Et c'est ça, si on peut dire, le noyau du problème en Algérie, c'est cette impasse politique. Adel Djebbal. Mais écoute, moi, la sémantique est très importante dans les propos. Je ne confondrai jamais l'État et ses institutions avec une bande de malfaisants qui ont pris cet État en otage-là et qui parlent en son nom. Assez souvent, on dit l'Algérie est ceci et cela. Non, il ne s'agit pas de l'Algérie, il s'agit du pouvoir. Il faudrait que M. Rachid Nekaz ait le courage de dire les choses telles qu'elles doivent être dites. Comme disait Albert Camus, mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. On parle d'État, on parle des institutions, on parle de ceci et de cela, mais on ne cite jamais le véritable responsable de cette dramatique situation du peuple algérien. Et c'est pour cette situation que nous sommes sortis le 22 février 2019. Nous sommes sortis pour des revendications politiques. Nous ne sommes pas sortis pour des procédures administratives ou judiciaires ou juridiques. Pour dire enlever ce ils prennent la loi. C'est les premiers au monde à écrire et à produire des lois. Ils les prennent, ils s'assoient dessus. N'a-t-on pas vu ton président que tu appelles Tebboune sortir son fils qui était incriminé dans une affaire de trafic de cocaïne une fois qu'il a été installé en Moravia? De quelle loi parlez-vous? Le problème de l'Algérie est beaucoup plus profond que ces guignols-là qu'on défend et auxquels on essaie de donner une stature, une envergure et on essaie de les enfler alors qu'ils ne sont rien. Vous êtes dans une dictature militaire. Moi, je me rappelle, je pense que nous étions sur le même plateau, avec Jamel Benchino, vous disiez vous-même que l'Algérie est un État démocratique à 85%, il reste 15%. Aujourd'hui, vous nous sortez des lapins de votre chapeau pour nous dire dictature. De quelle dictature? Parlez-vous de la dictature d'un parti unique? Parlez-vous de la dictature des grossistes de bananes? Ou parlez-vous de la dictature militaire et de leur mukhabarat al-Habia? Il faut citer des noms.
Il ne faut pas nous bassiner avec des généralités de cette espèce-là. Ça ne marche plus. Les Algériens ne sont pas dupes. Et on le connaît parfaitement. Avant, même s'il est en apnée, nous savons qu'il est en train de respirer, qu'il est vivant et qu'il va ressortir avec quelque chose. Donc arrêtez vos histoires, vous nous bassinez avec les procédures. Vous allez déposer 5 milliards de plaintes. Il ne se passera rien. C'est une justice qui n'existe pas. C'est un appareil répressif au service de la dictature militaire. Les gens agissent sur coup de téléphone. Le juge se met à genoux et il commence à lécher les godasses. Donc, n'essayez pas de nous vendre des discours frelatés, de la marchandise avariée qui n'a plus de prise auprès des Algériens. Restez avec nous, Adel Djebbar. Nous sommes des gens qui réfléchissent et qui connaissent parfaitement nos adversaires qui se comportent comme des ennemis avec ce peuple-là. Sinon, un monsieur comme Hakim Allah yarhamou ne serait pas mort si nous étions dans un état de droit où les plaintes étaient recevables. Le juge serait en prison, le procureur en prison, le commissaire en prison, le directeur de la prison serait en prison. On ne dépose pas plainte contre le directeur de la prison tout simplement. On va en haut de la hiérarchie et chez nous, la GES, un bidon de dose fera l'affaire parce que la gravité va faire son travail. Vous comprenez? Très bien. Donc, arrêtons ces histoires-là. Restez avec nous, Adel Djebbar. Maître Sadegh Héloïse, la situation, bien sûr, elle est difficile en Algérie. On parle de plus de 300 détenus politiques. Et le problème qui se pose maintenant est de dire comment arrêter ce qui se passe en Algérie et ne pas arriver à un autre Hakim Debbazi, Rabbi Rahmou, une autre personne qui peut perdre aussi sa vie en prison. Écoutez, honnêtement, on ne peut pas non plus passer outre les procédures qui existent déjà. Moi, je comprends très bien mon frère, Monsieur Djebbar, qui nous dit que de toute façon, on ne peut pas, parce que les tribunaux, on va les saisir. Mais moi, si je veux porter à l'international une plainte pour bien évidemment mon neveu, ou bien pour tous les autres et pour soi-disant prisonniers politiques. Pensez d'un prisonnier politique, on n'a peut-être pas la même définition dans les pays civilisés qu'en Algérie, mais on n'a pas envie de voir ces instances internationales nous dire que rejeter notre demande pour irrecevabilité. Il y a un système juridique pour chaque pays. C'est clair qu'on peut faire un coup d'État, on peut tout faire, on peut tout recommencer, on peut c'est pas. Mais aujourd'hui, il y a des dispositions pénales, il y a une hiérarchie des normes, il faut la respecter. Même si on sait que même, il a raison, Monsieur Djebbar, même si on va déposer 5 millions, allez, 5 millions de plaintes. Et après, elles n'aboutissent pas. Au moins, on va dire, voilà, on a un nombre au niveau des instances, on a un nombre qui pourrait éventuellement éviter une irrecevabilité. Vous savez, le travail en amont qu'il y a à faire pour déposer un dossier pénal, qu'il soit national ou international, c'est un énorme travail. Pour arriver devant les juges, devant tous ces magistrats, pour nous dire « Ah ben non, vous n'avez pas saisi les tribunaux du pays national de ces prisonniers, désolé, irrecevabilité. » Non. Donc, on prend malheureusement sur nous, on sait que ça ne va pas aboutir, mais moi, je suis une femme de droit, je ne peux pas passer outre, je ne peux pas accuser les gens de violer des lois, et moi, je vais violer toute une procédure. Maintenant, s'il faut refaire tout l'État algérien, ça fait des années qu'on pleure. Moi, j'ai fait mes études dans les années 80, donc je sais qu'on était aussi parmi tous ces étudiants qui voulions changer le monde. Ça fait 40 ans. Ça fait 40 ans qu'on essaye de changer le monde. Donc, c'est très compliqué. Maintenant, ils veulent nous mettre des lois dans la face. Et bien, nous aussi, on va leur mettre des lois dans la face. Et c'est que comme ça. C'est pas par la violence qu'on va gagner. C'est que on va gagner. Et c'est ce qui a été répété pendant presque 3 ans par le Hirak, par son pacifisme, Madame Maître Sadegh. Rachid Nekez. Le problème aussi en Algérie, Rachid Nekez,
ce régime, ce pouvoir qui ne veut pas donc écouter les Algériens, qui ne veut pas qu'il y ait un changement radical de la situation, de système, pardon, et qui est en train de mener le pays vers des moments incertains et qui risque même de nuire à l'unité de notre pays, à l'existence même de la nation algérienne. D'abord, je vais répondre à Abdel Jabbar. Vous voulez des noms? J'étais le seul en Algérie à porter plainte contre l'homme le plus puissant d'Algérie, le général Ahmed Gaïd Salah. C'était le 4 décembre 2019, le jour où j'ai atterri à l'aéroport de Alger. Personne n'a osé s'attaquer à ce personnage. Donc j'ai attaqué l'armée au travers de ce personnage qui a violé l'article 55 de la Constitution qui garantit à tous les citoyens algériens la libre circulation à l'intérieur du territoire national. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a comme alternative? Vous savez, moi, je peux faire des discours populistes, Cherbaoui, c'est tous des salopards, c'est tous des voyous, c'est tous des criminels. Et après, qu'est-ce qui se passe quand on a dit ça? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il ne se passe rien. Ça, comme dirait ma maman, ça s'appelle al-hadrat al-litser. Quand on est loin d'Alger, on peut parler comme ça coûte rien du tout. Voilà, on critique, on fait des lives, on fait des commentaires. Mais les 45 millions d'Algériens qui sont sur place et qui sont opprimés par un arsenal juridique qui est extrêmement étouffant. 10 000 personnes ont été en prison en Algérie. Qui les a sortis de prison? Personne ne les a sortis de prison. C'est pas les gens avec les discours populistes sur Internet, sur YouTube, qui peuvent sortir les gens de prison. Il y a encore 270 personnes en prison aujourd'hui. Vous croyez que c'est en disant les généraux à la poubelle, vous croyez que c'est en disant c'est des mafieux ou là c'est des bandillacs, non. Vous savez pourquoi? Parce que le pouvoir, il maîtrise tout. Il maîtrise l'arsenal juridique, il maîtrise la diplomatie, il maîtrise les finances, il maîtrise les médias, il maîtrise tout. Donc, si on n'a pas une stratégie politique efficace, on n'arrivera à rien. Ça fait 60 ans qu'on n'arrive à rien, et moi, je peux vous garantir. Mais de l'autre côté, Rachid Nekez, il y a qui vous diront qu'ils ne maîtrisent rien du tout. Quand on met des jeunes qui postent des posts sur Facebook, sur les réseaux sociaux, on les jette en prison, c'est que ce régime est finissant. C'est un régime qui ne maîtrise rien du tout. Adel Jabbar. Légitime, incompétent, il ne maîtrise strictement rien. Maintenant, il y a des gens qui sont en train de nous sortir de nouvelles techniques pour s'approcher de ce régime-là et qui nous demandent à négocier. J'ai entendu M. Nekez lui-même proposer aux Algériens d'offrir 25% des revenus pétroliers ou gaziers aux généraux algériens. هذا مش رزق باباك ولا بابا ولا يمك ولا يما ولا رزق شنقريحه ولا تبون. هذا رزق الشعب نتاع الجزائر واحد ما يتصرف به. Vous nous sortez des histoires pour dire les généraux nigérians. Moi qui connais le Nigeria comme le fond de ma poche et la région du Delta, je vous dis c'est une fausseté, c'est un mensonge. Le gouvernement fédéral du Nigeria n'a jamais donné un sou aux généraux. Il a augmenté la part de la rente des hydrocarbures qui était offerte au gouvernement du Détroit, qui était à 12% à 25%, parce que les gens du Détroit, c'est comme les gens que nous avons à Ouargla et Hassim Saoud, ils crèvent, ils produisent la richesse, mais ils crèvent la dalle. Maintenant, pour revenir à cette histoire-là, ce n'est pas de discuter avec des voyous, des bandits, des illégitimes que nous ne reconnaissons pas. Le peuple algérien n'a jamais voté pour ces gens. Il n'a jamais élu un président. Il dit que généraux, la mafia des généraux et les mukhabarat, c'est des scouts musulmans algériens. Je vais poser une question live à M. Rachid Nekez. J'ai une dame, ça fait 26 ans qu'elle cherche son fils qui a été enlevé, kidnappé par le Mukhabarat al-Irhabiyya à l'âge de 16 ans. Il n'a jamais plus réapparu au même titre que 25 000 autres victimes. Est-ce que c'est avec Nasser al-Jinn
que moi je vais discuter, ou avec Jabbar Menna, un tueur à gages, ou avec des bandits qui étaient en prison il y a quelque temps et qui sont revenus au pouvoir. Beaucoup d'entre eux ont fait les mal. Très bien. Avec des millions de dollars de réfugiés en Espagne. Adel Jabbar, je suis pressé par le temps. Très rapidement, Rachid Nekez, si vous voulez donc répondre à Adel Jabbar en 1 minute parce que on doit terminer cette émission. Rachid Nekez. Alors, je vais poser une question. Vous savez, Nelson Mandela, c'est pas Rachid Nekez. Nelson Mandela, il a négocié avec les Blancs de l'apartheid. Il leur a donné 80% du pouvoir économique aux Blancs. Et eux, ils ont gardé simplement 20% avec le pouvoir politique. C'est une réalité. Il faut négocier même avec ses pires ennemis. C'est ça, la politique. Et maintenant, j'aimerais poser une question à Abdel Jabbar. Ok, vous ne voulez pas négocier. C'est quoi votre alternative? Vous proposez quoi? En dehors de critiquer, de faire des posts sur Facebook ou des lives? C'est quoi la solution? Je vous écoute. On va donner la parole très rapidement. Vous venez indirectement et involontairement de reconnaître que nous sommes colonisés. Si Mandela a accepté de négocier avec de Klerk, parce que les gens tenaient le pays en main, vous acceptez, vous venez de dire vous-même que si nous ne négocions pas avec cette colonisation, nous n'obtiendrons rien. Le peuple algérien est déterminé à arracher sa liberté, son émancipation et ses droits civiques. Je vous apprends une chose. Moi, je ne suis pas un homme politique comme vous. Moi, je suis un simple citoyen, donc je ne peux pas faire de la peuplocratie et du populisme comme vous le faites en vous entourant de petits jeunes. Moi, je me rappelle quand vous vous êtes entouré de petits jeunes que vous taxez d'être des aléas aujourd'hui, vous vous êtes appuyé sur eux à la Grande Poste en 2014 pour lancer votre mouvement. Je vous rappelle, je vous rafraîchis la mémoire. Moi, je vous ai recadré un jour sur la 47e avenue et 5e avenue et 47e rue devant Madison Square Garden. Je vous ai posé la question pour vous dire pourquoi vous ne critiquez jamais le DRS. Vous avez baissé les yeux et vous êtes parti. Donc, n'essayez pas de nous embobiner. On connaît... Adel Jabbar, Rachid Nekez, parce qu'on doit donner la parole aussi à notre invité, Maître Sadek Eloïse. Maître Sadek Eloïse, le Hirak, bien sûr, quand il a commencé, il y a ce soulèvement populaire, c'était pour changer l'Algérie, c'était pour changer le système. Comment vous voyez les choses, très rapidement, donc 3 ans après? Eh bien, écoutez, moi je vois que les interlocuteurs, donc M. Nekez et M. Djebari, qui ont une énergie débordante, et je souhaite du fond du cœur que cette énergie puisse être mise en commun pour pouvoir sortir le peuple algérien de son marasme. Maintenant, moi, comme je vous l'ai dit, je suis aussi une citoyenne, je ne suis pas une politicienne. Moi, j'ai été blessée dans ma chair parce que mon neveu fait partie de cette jeunesse, enfin, jeunesse entre guillemets, mon neveu, pour moi, il est toujours jeune. Sauf que moi, je sais qu'aujourd'hui, il y a eu 3 ans, le Hirak, il a commencé en février 2019, et tous ces jeunes ils ont voulu faire une chose, c'était de renverser. Ok? Est-ce qu'on a réussi? Non. Alors moi, aujourd'hui, je dis, puisque cette révolution n'a pas abouti, eh bien, on pourra leur enlever ce pouvoir despote par un autre moyen. Et pour moi, je penche sur le moyen de la justice, sur le moyen du droit, comme son nom l'indique, et dans son sens le plus étymologique. Très bien. Rachid Nekez. Je partage totalement l'analyse de Maître Eloïse, Maître Eloïse Sadek. Je crois que le plus important aujourd'hui, si on veut mettre fin à cette dictature, c'est par la mise en place d'un état de droit démocratique, mais dans le cadre d'une négociation. Le FLN a négocié avec la France qui a massacré 1,5 million de martyrs, et nous aujourd'hui on refuse de négocier. Avec qui, Rachid Nekez? Négocier avec qui? Le peuple algérien avait c'est pas les solutions qui manquent, Rachid Nekez. Négocier avec qui? Il faut négocier avec le président d'exercice et Saïd Chelgariha. Est-ce que M. Tebboune a les pouvoirs de négocier, Rachid Nekez? C'est ça le problème en Algérie, c'est qu'on ne sait pas qui tire les ficelles, qui a le vrai pouvoir. Négocier avec qui? Avec les services de sécurité, avec l'armée, avec le président? Regarde Nasser Djodi, tout le monde sait que c'est l'armée qui a le pouvoir en Algérie.
nous avons un pouvoir civil, c'est Abdelmajid Tebboune, et nous avons le réel pouvoir militaire qui est Saïd Chengerha. Donc il faut négocier les deux, une sortie de crise comme le FLN a négocié avec la France coloniale le 18 mars 62. La France a tué 1,5 million d'Algériens. Elle a massacré des femmes, elle a violé des enfants. Et pourtant, on a négocié avec elle. Donc je trouve incroyable que des Algériens aujourd'hui disent on ne va pas négocier avec Al-Bandia. On a négocié avec des criminels, des barbares, et vous ne voulez pas négocier avec des voleurs. Moi, je veux négocier avec des voleurs. Moi, je veux négocier avec des Jabbar, Rachid Nekaz, parce qu'on est pris par le temps. Adel Jabbar. Sauf, toi, tu as été chef d'entreprise, je pense, où tu l'es. Moi, j'ai été un chef de plusieurs entreprises. Dans la stratégie de la gestion dans les stratégies du changement, il y a plusieurs étapes. Je n'ai pas le temps de vous les étaler ici dans un discours académique. Mais en termes de négociation, vous voulez négocier avec quelqu'un qui fixe l'ordre du jour, qui a un agenda, qui choisit les questions, qui choisit ses réponses et qui vous les dicte. Moi, je ne me soumets pas à ce genre d'individus, de tristes individus, des bandits qui ne sont pas sortis de Stanford ou de Huxley ou de Berkeley, de Harvard ou de MIT. Ce régime est un régime criminel, illégitime. C'est tout. La loi ne l'arrête pas. Seul le combat politique, la mobilisation, la solidarité des Algériens mettra fin à ce régime criminel. Merci Adel Jabbar. N'a pas fini, madame. On est au début. C'est des processus lents. Nous allons nous libérer. Si ce n'est pas nous, ce seront nos enfants. Merci Adel Jabbar. Nos petits-enfants. Merci Adel Jabbar. Maître Sadek et Héloïse, le mot de la fin. Je ne sais pas, Rachid Nekaz, il veut. Rachid Nekaz, معليش سامحنا Rachid, parce que... vous serez invité dans d'autres émissions, Inch'Allah. Ça fait toujours plaisir donc d'échanger comme ça. Et bien sûr, on est là pour éclairer le peuple algérien. Maître Héloïse, je vous laisse le plaisir, donc le mot de la fin. Et je vais terminer avec une image qui est très symbolique, si on peut dire. C'est donc Karim Tabou qui a retrouvé ses enfants. On est en train de voir donc cette image, ces enfants qui embrassent donc leur papa, qui a été donc libéré aujourd'hui après avoir été donc enlevé hier de sa maison. Le mot de la fin, maître? Que justice soit faite, que ce soit fait par... Le concept peut être très long, mais que ce soit fait de manière chirurgicale. Qu'on ne rentre pas dans une bataille, que cet État algérien est un État despote, de criminels, de bandits, on peut le qualifier de tous les noms. Aujourd'hui, on ne peut rien faire. Donc la seule chose qu'on peut faire, c'est d'avancer petit à petit, c'est de déposer plainte, c'est de le dénoncer. Et aujourd'hui, je suis tellement heureuse de voir cette image dont les enfants embrassent leur père. Et je dédie ça à la mémoire de mon neveu. Et je vous remercie de m'avoir donné la parole. Et justice soit faite. Et que tous les jeunes Algériens, pour ce soi-disant, qui soient emprisonnés arbitrairement pour des fins politiques, soient libérés. Merci. Merci beaucoup. Barakallahu fik, Maître Sadek, Héloïse. On vous remercie beaucoup d'avoir participé dans cette émission. Rabbi yarham يعني Hakim Debbazi ويوسع عليه إن شاء الله ويعطي لكم الصبر. Merci aussi à notre ami Rachid Nekaz qui est avec nous depuis Alger. Et désolé pour cet échange, Rachid. Un grand merci pour notre ami Adel Jabbar qui est avec nous depuis le Canada. Merci à vous, chers téléspectateurs. صحفتكم. بقوا على خير.